Academy va bientôt être une concurrente des écoles de commerce, j'en suis persuadée. J'ai été dans les plus grosses banques à Londres en investissement, j'ai eu à peu près 1000 vies. Mais en fait, j'attends plus qu'on me la laisse, je prends ma place, tout simplement. Arrêtez d'attendre que l'opportunité vous tombe dans les mains, allez la chercher votre place. Je suis persuadée, et vous allez me prendre vraiment peut-être pour une folle, que je mérite un peu d'être connue dans l'entrepreneuriat. En plus de tout ça, pour me crédibiliser sur YouTube, j'ai décidé de collaborer avec des gros entrepreneurs. Quand je lui disais que je paniquais parce que j'avais peur de pas trouver ce que je voulais faire, il me disait l'important c'est pas ce que vous voulez faire, c'est ce que vous voulez. Hello à tous et à toutes, bienvenue dans ce 5e épisode de l'Accélérateur, le podcast qui accélère ton business. Aujourd'hui est un jour spécial puisque je vais révéler clairement en détail ma stratégie pour atteindre 1 million d'euros à seulement 23 ans. On parle 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas rien, c'est un gros objectif et je m'apprête à le démonter comme je peux, littéralement. Rien n'est prévisible, rien n'est sûr, mais ce qui est certain, c'est que j'ai une stratégie bien ficelée, claire, qui normalement va me permettre d'atteindre ce résultat. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler vraiment catégorie par catégorie comment je vais m'organiser pour atteindre ce chiffre d'affaires généré là. La première catégorie, ce sera vraiment les réseaux sociaux. Donc ma stratégie de contenu pour parler business. Seconde catégorie, ce sera mon équipe, ce que j'ai délégué, ce que j'ai pas délégué, ce que j'ai choisi de garder, les convictions business en lesquelles je crois aussi, vous allez rapidement comprendre mes points de vue. En troisième partie, ce sera comment je prends soin de moi, de mon corps quotidiennement pour atteindre cet objectif sans faire un burn-out. Et quatrième élément, ce sera tout simplement mon mindset. Comment je travaille mon mental tous les jours pour atteindre ce genre d'objectif. À seulement 23 ans, je le répète, ce qui est pas forcément commun, même si on vous bullshit pas mal la gueule sur les réseaux sociaux. L'idée c'est quand même d'être full transparente et de vous parler vraiment tout simplement de mon expérience pour que vous en tiriez un maximum de valeur et que ce soit pas un peu chiant, tout lisse, etc. On va faire en sorte que ce soit vraiment dans le vif du sujet, que ce soit honnête, tout simplement, puisque ce podcast sert à ça, et que peut-être vous vous reconnaissiez en moi, peu importe l'âge que vous avez d'ailleurs. Mais avant toute chose, c'est important pour moi de vous parler de pourquoi j'ai envie d'atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires, parce que ça peut paraître beaucoup, on peut se dire ah c'est une course au toujours plus, et puis c'est bullshit, ou c'est un truc symbolique, mais est-ce que tu le veux vraiment, etc. Et pour être honnête avec vous, je me suis longtemps posé la question de est-ce que je le veux vraiment, ou est-ce que c'est pour être encore une fois validé, reconnu, et atteindre une sorte de certification d'entrepreneuse de regard extérieur. Et je pense qu'au début, pour être 100% transparente avec vous, j'attendais un petit peu que juste je sois validée dans le monde entrepreneurial parce que moi-même j'arrivais pas encore à me considérer comme une entrepreneuse alors que littéralement ma première année d'activité j'ai fait plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires. C'est quand même pas mal, toute seule, sans équipe, en partant de zéro, sans capital de départ, c'est important de le dire, rien. Donc j'étais finalement entrepreneuse et je crois que je le suis depuis toujours, mais j'avais besoin de me faire accepter. Et donc l'objectif est un peu parti de là, je me suis dit ok, j'ai fait 250 000 euros la première année, deuxième année je veux 1 million. Et ça peut paraître impossible, littéralement, parce que c'est quand même un x4, mais je pense que au fond de moi, j'ai toujours su que je pouvais y arriver facilement. Quand je dis facilement, vous allez comprendre, sans me tuer, sans burner. En fait, quand je dis facilement, c'est pas facilement, c'est plus de manière fluide. Et vous allez comprendre dans ma stratégie, tout ce qui va être dans ce fameux carnet que je vais vous révéler, c'est pas plus fort, plus vite, c'est juste plus fluide. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Donc quand je dis facile, c'est juste fluide. Et c'est ce que je veux. Et je veux apprécier autant maintenant le chemin que l'objectif. Donc on va faire ce chemin ensemble, c'est ça qui est cool. Et j'espère que vous avez compris un petit peu la mentalité. Donc au début c'était une question de validation et maintenant c'est plus une question de relever un défi parce que c'est ce qui m'a toujours animée. Je suis une challengeuse, je suis un petit peu, j'ai pas envie de dire accro parce que ça sonne péjoratif, mais très très friande de performance on va dire. Et j'ai envie de relever ce défi et de me prouver que j'en suis capable, tout simplement. Mais pour une fois c'est pour moi. Mais au-delà de ça, j'ai compris que mon vrai why, il était beaucoup plus dans l'impact que j'allais avoir sur le monde. Pour moi, à partir d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, il y a des opportunités qui se débloquent qu'il n'y a pas forcément avant. Des opportunités de conférences, des opportunités de podcasts, des opportunités juste d'avoir un impact interpersonnel sur le monde. Et en fait, en creusant dans mon why, en travaillant sur moi, en comprenant la source de pourquoi je voulais faire ça, j'ai juste compris que je voulais impacter plus de monde. Et plus de monde à une échelle interpersonnelle. Si vous faites pas la différence entre une échelle interpersonnelle et juste impacter le monde de manière générale, c'est par exemple une start-up qui a un projet à impact, elle impacte le monde de manière générale. Genre c'est-à-dire qu'elle veut se faire une place sur un marché, évidemment gagner de l'argent parce que les startups veulent aussi gagner de l'argent,
mais il y a un projet derrière d'améliorer le monde dans son état général. Moi, évidemment que je voudrais améliorer le monde, mais ce qui me fait le plus vibrer, c'est d'améliorer le monde à l'échelle personnelle, c'est-à-dire de voir mon impact sur les autres humains. Et je sais pas si c'est compréhensible et si vous êtes comme moi, mais moi quand je sens que j'ai aidé quelqu'un, que mes clients ont des résultats grâce à moi en partie, que j'ai pu les aider à se développer même personnellement, à améliorer leur vie, celle de leur famille, juste voir qu'ils sont fiers d'eux par exemple. En fait c'est ça qui me fait vibrer et c'est là où j'y trouve du sens. Et l'outil et le vecteur pour avoir un impact interpersonnel pour moi c'est la pédagogie. Et j'ai toujours su que je serais une espèce de prof, conférencière, enfin j'avais une sorte de vision où je me voyais prof. Au début j'ai cru que c'était prof de maths et en fait j'ai réalisé que pas du tout, c'était vraiment un truc bien plus profond, bien plus multipotentiel. Et j'ai fini donc par faire ça, c'est-à-dire aider les entrepreneurs, les coachs, les thérapeutes à mieux performer dans leur business ou même créer leur offre de zéro ou en tout cas la structurer, leur apporter une vraie stratégie d'offre, stratégie de contenu, stratégie de vente. Et c'est ça qui me fait vibrer. Et j'ai réalisé du coup que ce 1 million d'euros pour moi, c'était pas l'argent dans lequel j'allais nager, etc. Surtout en France, 1 million d'euros, ça n'a pas vraiment d'intérêt financier, pour être honnête, puisqu'il m'en restera, je sais pas, 300 000, donc comme ma première année en micro-entreprise, littéralement. Mais c'était plus un truc de me dire que j'impactais des centaines de personnes, littéralement. Et ça, je trouve ça génial. L'académie va se faire un nom. L'académie va bientôt être une concurrente des écoles de commerce, j'en suis persuadée, parce que c'est des méthodes pédagogiques alternatives qui ont vraiment du sens, qui sont concrètes. Donc voilà, le why. On part tous de ce principe-là maintenant. Et du coup, maintenant qu'on a fixé notre why, comment je vais faire ? Parce que c'est bien beau d'avoir des rêves, n'importe qui voudrait peut-être 1 million d'euros, je sais pas. Mais il y a une stratégie bien précise que j'ai établie, et elle est claire depuis des mois, et elle s'éclaircit de mois en mois d'ailleurs, et je vais vous l'expliquer en détail. Donc premier point, on l'a dit, c'est ma stratégie de contenu sur chaque plateforme. J'ai décidé d'investir d'autres plateformes qu'Instagram. Pour ceux qui me connaissent, c'est probablement sur ces plateformes-là que vous m'avez rencontré. Instagram, j'adore, c'est ma passion, c'est mon intérêt premier en termes de plateforme, on va pas se mentir. Mais c'est une plateforme qui est instable, j'ai été bannie plein de fois sans réelle raison, sans compréhension du problème, les équipes méta n'ont même jamais compris. Et ce qui fait que sur 1 an d'activité, je pense que j'avais été bloquée à un truc genre 9 mois. Ce qui fait que pour un business, c'est pas possible d'avoir son canal d'acquisition qui est sans arrêt obstrué par ce genre de restrictions, etc. Donc j'ai décidé d'investir d'autres plateformes par sécurité et pour être un petit peu omniprésente, puisque vous allez le voir, chaque plateforme active des leviers assez différents et ramène des prospects assez différents. Donc sur Instagram déjà, j'ai décidé de me tenir à ma stratégie de base qui fonctionne extrêmement bien, qui m'avait déjà rapporté, je crois, 84 000 euros de CA générés en décembre. Donc ça s'annonçait super bien pour l'année qui arrivait déjà sur Instagram avant la restriction. Et donc j'ai décidé de perdurer sur ma stratégie que je vous détaillerai dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de rentrer encore plus dans le détail. Là, je vais vraiment vous faire une sorte de roadmap, un plan d'action, et après on creusera dans chacun des canaux si ça vous intéresse. Donc ma stratégie de base sur Instagram, elle s'applique 1 fois par jour, donc un post par jour, des stories comme mon habitude. Et voilà, je continue ma petite vie tranquille. Donc voilà, ma stratégie Instagram, elle est assez claire, elle l'a toujours été. C'est vraiment de poster de la valeur pour continuer à faire croître mon audience, de poster un maximum de témoignages clients, de mes propres résultats sur mon entreprise et de bombarder sur le contenu de conversion, d'autorité, contenu vraiment inspirationnel qui manque dans la crédibilité, tout simplement, ce qui est assez essentiel quand on vend une offre pédagogique. Instagram, de toute façon, j'en ferai une vidéo à part entière, mais voilà, l'idée c'est que je garde le cap, je mettrai pas d'argent en pub, je vais essayer de faire ce 1 million d'euros en restant en full organique parce que c'est ma spécialité. Je rappelle, je suis experte en stratégie de contenu, stratégie de vente, stratégie d'offre organique. Donc moi, je respecte mes engagements et je veux vraiment incarner ma solution auprès de ma communauté, auprès de mes clients. Donc j'ai pas pour projet de mettre de la pub. Voilà, c'est ma conviction. Pour moi, c'est pas utile et ça vous empêche de développer des vraies stratégies organiques. Et donc, vous êtes dépendant de tout le temps du budget qu'on vous ponctionne. Et les algorithmes ne sont pas bêtes. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais plus vous mettez du budget, plus l'algorithme va faire performer vos posts sur lesquels vous avez payé, vos pubs, et moins vos contenus organiques vont marcher. Donc, c'est à doser quand même. Donc voilà, c'est tout pour Instagram. Passons à YouTube. Vous l'avez peut-être vu sur vos écrans, mais je poste une vidéo par semaine tous les mardis à 9h. Tous les mardis à 9h, on se donne rendez-vous.
N'hésitez pas à me soutenir. Le but, c'est de faire vraiment exploser ma chaîne YouTube avec une audience qui est qualifiée, qui prend plaisir à m'écouter sur des formats un petit peu plus longs. Et c'est super important pour moi de développer ces formats longs parce que la plupart des gens qui me rencontrent, que ce soit des collègues entrepreneurs, que ce soit, des clients, des prospects qui me suivent depuis longtemps sur Instagram, quand ils me rencontrent et qu'on parle un peu plus profondément ou quand ils intègrent l'académie, en fait, ils me disent que je ne dégage pas forcément totalement ce que je suis. Je dégage évidemment la partie qualité, crédibilité, peut-être un peu fun, même sur Instagram, ça arrive, mais la partie très sensible, très émotionnelle, multipotentielle, toutes ces choses-là, un petit peu HPI, TSA, tout ça, pour ceux qui ont la ref, on les voit pas sur mon Instagram parce que j'ai tendance, et je le fais depuis que je suis toute petite, à masquer. Donc je masque, je m'adapte aux codes sociaux, c'est aussi pour ça que je suis très performante sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'arrive directement à capter les codes et à me les approprier pour que ça matche et que mes posts fonctionnent. Donc c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse parce que je pense que certains ont besoin d'encore plus connecter à moi, et c'est le but de cette chaîne YouTube. En fait, sur YouTube, je le vois vraiment comme deux colonnes. La colonne, je vais mettre des vidéos où vous allez vraiment plus apprendre à me connaître, des vidéos peut-être mindset, des vidéos sur mon manifeste, ma façon de réfléchir, ma façon de voir le business, peut-être du building public, des choses assez intéressantes où vous allez voir les dessous du décor et un peu plus de dessous de ma vie dans la limite du raisonnable. Mais il y aura aussi la partie très technique que j'ai envie de mettre en avant parce que j'ai une passion folle pour la pédagogie, comme vous auriez dû le comprendre. Et j'ai envie vraiment que ça se voit aussi à travers YouTube et que je puisse développer un peu plus que sur Instagram ou des plateformes à format court, là des formats pédagogiques un peu plus détaillés. Donc voilà, il y aura pour moi deux facettes. Certaines fois, ces deux facettes-là se rejoindront, un peu comme dans cette vidéo finalement. Mais je pense que c'est comme ça que je vais fonctionner. En tout cas, c'est la stratégie que je me suis fixée. Dans les éléments stratégiques, évidemment, le SEO, les titres des vidéos, les miniatures vont être super importantes. Le montage va être important. J'ai décidé de directement engager pour YouTube et de pas prendre cette responsabilité-là, de me taper alors que j'ai pas du tout le temps des montages de vidéos longues, faire des miniatures alors que je suis pas du tout mini-maker et que vous devriez le voir sur mon Instagram. Tout ce qui va être visuel, etc. Pour moi, en stratégie de contenu, c'est secondaire et c'est un plus important pour Instagram, mais c'est pas quelque chose de capital pour réussir. La stratégie de fond compte beaucoup plus. Mais là, sur YouTube, les minias, c'est clairement ce qui donne envie au cerveau de cliquer ou pas sur une vidéo. Donc je me suis pas fait chier longtemps, je me suis clairement dit je vais prendre un professionnel qui fait de toute façon ça toute la journée. Donc j'ai délégué les minias, le montage, toutes les vidéos c'est moi qui les fais naître et qui évidemment a les idées, les scripts, etc. Mais voilà, tout ce qui est vraiment très concret, montage, minia, hop, j'ai délégué directement pour performer le plus vite possible. Et pour YouTube, vous le verrez, j'ai une stratégie multicanal qui est assez particulière puisque j'ai des communautés, par exemple sur Instagram, un petit peu sur TikTok, sur LinkedIn. Donc je vais essayer de ramener ces communautés au format court vers le format long où on m'entendra plus parler. Et je pense que c'est la communauté qui me connaît déjà, qui sera la plus qualifiée pour écouter ce que j'ai à dire et pour vraiment s'y intéresser. Donc voilà, d'ailleurs si vous êtes là, si vous venez d'Instagram, TikTok, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir, LinkedIn. Et merci pour votre soutien, c'est trop cool. J'espère que les formats vous plaisent. En plus de tout ça, pour me crédibiliser sur YouTube, j'ai décidé de collaborer avec des gros entrepreneurs dans mon podcast invité où vraiment c'est un moment d'1 heure où je partage vraiment une conversation profonde avec un entrepreneur assez connu en général. Il y en a plein déjà sur la chaîne, vous verrez. Il y a eu du Caroline Mignot, Alice Cat Designer, la meuf en rouge, donc Laurine. Il y en a eu plein, je les compte même plus. L'idée, c'est que on voit les dessous de leur business et que moi je puisse aussi partager sur le mien. Pourquoi j'ai fait ça à la base? Parce que j'étais toute récente sur le marché et que je voulais être plus invitée à des podcasts. Et j'ai perdu patience, littéralement. Je me suis dit, mais pourquoi attendre d'être invitée quand je peux créer le mien, littéralement, et faire ce que je veux dedans? Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'était vraiment sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que j'ajoute à la liste d'idées que j'ai eues, des points que vous vouliez traiter, des choses que vous voulez savoir même sur mon business, sur les dessous. Vraiment, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce qu'en général, je vous écoute et ça me donne plein d'idées. Toutes les vidéos YouTube sont d'ailleurs postées au format podcast sur l'accélérateur. Ça s'écrit AK comme mes initiales, donc l'accélérateur. Et vous pouvez les écouter du coup au format audio si vous êtes en voiture, que vous n'avez pas besoin de l'image. Le format podcast en lui-même est d'ailleurs beaucoup plus intime et mine de rien c'est très important dans ma stratégie de créer l'intimité avec mon audience,
qu'elles perçoivent un peu plus les facettes de ma personnalité qu'on verrait pas justement sur le format court, comme je le disais, que vraiment on crée un lien qui est plus profond, qui n'est pas qu'orienté vente, stratégie, même si ça fait partie de ma stratégie, quelque chose d'un peu plus pur et dénué, on va dire, d'intérêt, quoi. C'est vraiment quelque chose où vous me suivez dans mes aventures. Et la troisième plateforme que j'ai choisi vraiment de développer et aussi de mettre un gros focus sur ça cette année, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est une plateforme qui a un potentiel de dingue. C'est une plateforme où les prospects sont un petit peu plus éduqués, on va dire, au business, sont un peu plus friands de ça, puisque de toute façon, ça ne parle que de ça sur LinkedIn. Et qui, par exemple, ont une meilleure conscience des prix, de la valeur des accompagnements, sont assez friands d'éducation. Donc c'est pas du tout le même type de prospect. Et c'est des prospects qui ont un meilleur pouvoir d'achat aussi en général. Donc c'est une plateforme que je vous conseille de ne pas négliger, même si, attention, je tiens vraiment à mettre un gros disclaimer, n'investissez pas toutes les plateformes en même temps. C'est super important. Moi, j'ai commencé par Instagram, comme je vous l'ai dit. Après, j'ai un peu développé TikTok. Ensuite, j'ai choisi YouTube et en plus LinkedIn. Mais tout ça, j'en investis une plateforme que quand j'en maîtrise parfaitement toutes les autres, ou toutes celles que je suis en train d'utiliser à l'heure actuelle. Donc vraiment, ne faites pas cette erreur quand vous commencez à vous focaliser sur une plateforme. Je conseille d'attendre minimum 3 mois, de maîtriser la plateforme, et si vous avez des beaux résultats, vous pouvez aller en investir une autre, mais moi j'ai attendu 1 an, dites-vous. Donc n'êtes pas pressé, vous pouvez faire de très beaux chiffres avec un canal. Bref, disclaimer fini. Tout ça pour dire que LinkedIn, voilà, c'était un objectif pour moi, de me réconcilier avec la plateforme, puisque je viens de la finance quand même, donc c'est pas une plateforme que j'affectionnais particulièrement quand je postulais aux banques d'investissement à Londres et que tout le monde annonçait ses super stages, etc. et que moi je me sentais pas vraiment à ma place. Donc j'avais de gros a priori, mais j'ai décidé de m'y recoller et de me focus dessus pour les raisons que je viens de vous énoncer, littéralement. Et j'avoue qu'au début c'était pas facile, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez cruel sur LinkedIn, c'est que tout le monde est très centré sur lui-même, au point que même les commentaires soient de faux échanges. En fait, quelqu'un va souvent commenter par pur intérêt algorithmique et par pur intérêt de donner son avis ou de montrer encore plus leur expertise par rapport à vous. Enfin, c'est une plateforme qui me met qui me mettait globalement assez mal à l'aise au début. Puis j'ai appris les codes et en fait c'est pas si compliqué que ça. C'est une plateforme sur laquelle j'avoue avoir moins plaisir à scroller que Instagram ou YouTube par exemple, mais c'est des contenus qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus orientés business. Donc je peux m'y retrouver aussi et il y a des facettes de ma personnalité qui vont complètement matcher, comme vraiment rentrer plus profond dans mon expertise, faire des posts un peu plus inspirationnels sur des sujets dont je parle pas sur Instagram, du type le leadership, du type des sujets un peu plus mindset mais plus profonds, du type management puisque maintenant j'ai une équipe, réalisation de soi aussi, des choses qui vont un peu être très tofu finalement et qui vont beaucoup plaire sur LinkedIn. Donc voilà, la stratégie sur la plateforme vient de commencer, mais elle porte déjà ses fruits. Et si vous voulez, je vous ferai d'ailleurs un bilan plateforme par plateforme de mes résultats du premier trimestre pour que vous ayez un ordre d'idée d'où j'en suis dans mon plan vers le million, tout simplement. Je tiens à préciser aussi que LinkedIn, c'est vachement important dans mon objectif de faire beaucoup plus d'interventions dans des podcasts, beaucoup plus de conférences. C'est vrai que pour l'instant, je suis un petit peu mise sur la touche. Peut-être par rapport à mon âge, ou je sais pas si c'est moi qui projette mes croyances, mais c'est vrai que pour l'instant, dans le paysage médiatique, je pense qu'il y a plein de trucs à faire de mon côté, et j'ai plein de trucs à dire, et je pense que ça pourrait être vachement pertinent de me laisser cette parole là, mais en fait j'attends plus qu'on me la laisse, je prends ma place, tout simplement. Et c'est un conseil que je vous donne, arrêtez d'attendre que l'opportunité vous tombe dans les mains, allez la chercher votre place. Si j'étais pas invitée aux conférences, à des podcasts, etc., c'est tout simplement que j'avais pas une présence LinkedIn, et que LinkedIn c'est un peu plus valorisé en termes d'image et crédibilité que Instagram seulement, parce que la plupart des gens sur LinkedIn ont un podcast, alors que sur Instagram c'est un petit peu plus rare, donc ça peut jouer. Aussi sur LinkedIn il y a une sorte... il y a beaucoup de transclasses, j'appelle ça, transclasses des réseaux sociaux. C'est littéralement des personnes beaucoup plus avancées dans l'entrepreneuriat ou dans leur présence médiatique que moi, qui vont pouvoir interagir avec moi assez facilement quand vous êtes à une relation d'eux, ou quand littéralement ils commandent votre post. Enfin, il suffit de faire un post assez pertinent et vous attirez directement l'œil, ce qui fait que j'ai déjà été assez repérée par des médias qui m'intéressent et je sens que ça arrive doucement. Donc là, je trust the process comme d'habitude et
je me montre patiente parce que je sais que LinkedIn, ça va dépasser l'enjeu du chiffre d'affaires. C'est plus un enjeu d'image et d'expansion de ma crédibilité, de mon branding, de la vision business que j'ai. Et je sais que comme pour moi, c'est que le début. Il faut juste que je me montre patiente. Moi, j'ai la vision, peut-être que pas tout le monde l'a pour l'instant, mais je suis persuadée, et vous allez me prendre vraiment peut-être pour une folle, mais que je mérite un peu d'être connue dans l'entrepreneuriat. Et je le suis déjà à ma façon, mais là, je pense sincèrement être à 1% de ma carrière. Et les gens ne le savent forcément pas, puisque 1% c'est rien, mais moi, j'en suis persuadée. Et ça, je l'ai très vite compris. Et pour la petite anecdote, même quand j'étais complètement paumée et que je savais du tout ce que j'allais faire, même après le lycée, donc à 18 ans, j'avais aucune ressource pour comprendre qui j'étais, comprendre ce que j'allais faire. J'étais au niveau 0 de mon développement personnel. J'étais allée voir un psy qui m'avait dit, qui m'avait beaucoup aidé sur plein d'aspects assez personnels. Et quand je lui disais que je paniquais parce que j'avais peur de pas trouver ce que je voulais faire, il me disait l'important c'est pas ce que vous voulez faire, c'est ce que vous voulez vivre. Moi je trouvais que c'était une phrase super cliché, super bateau. J'avais la sensation que ça m'aidait pas en fait, et que j'y voyais pas plus clair quoi, on n'était pas dans un film ou sur un tableau Pinterest quoi. Donc je le regardais un peu en mode oui mec, ok, embraye, essaie de m'aider parce que là ça m'aide pas. Et avec le temps j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et en fait j'ai toujours su ce que je voulais vivre. Mais j'arrivais pas à mettre de mots dessus parce que je connaissais pas l'entrepreneuriat, ou que je l'avais complètement occulté parce qu'il y en a pas dans ma famille. Et du coup je me disais moi ce que je veux vivre, et je lui disais ce que je veux vivre c'est être reconnue. Et en fait je mettais pas le mot connu parce que j'avais aucune estime de moi et parce que je trouvais ça honteux de vouloir être connue. En fait j'ai toujours voulu être connue pour mon impact dans le monde et mon impact interpersonnel que je vous racontais en début de vidéo. Donc j'ai un peu toujours su qui je voulais être, ce que je voulais vivre, mais pas vraiment ce que je voulais faire. Et donc là, LinkedIn, ça s'inscrit dans cette stratégie, cette continuation finalement. LinkedIn, pour moi, c'est un moyen d'exprimer pleinement ce que je veux être, et j'ai la vision, vraiment j'ai la vision, et je suis sûre que ça va se passer. Je sais pas comment expliquer, mais je sais qu'un jour je donnerai des conférences, que les gens auront compris que je suis qu'à 1% comme je le disais tout à l'heure, et que même pour moi, la petite Anaïs qui sera à l'intérieur de moi, elle sera fière d'elle d'avoir eu la vision depuis le début, en fait, d'avoir toujours su quoi. Je sais pas si je parais complètement folle ou pas, mais d'ailleurs j'en ai rien à faire, voici ma vision. Donc voilà, on a fait Instagram, on a fait YouTube, on a fait LinkedIn, et vous voyez on active à chaque fois un levier assez différent. Je dirais que sur Instagram c'est le levier vraiment vente, stratégie pure, et vente sur Instagram c'est vraiment mon air de génie, ça va tout seul. LinkedIn, je vous l'ai dit, ça allait être plus l'image, débloquer d'autres opportunités que le chiffre d'affaires uniquement, et YouTube c'est quelque chose de plus émotionnel, de connexion de long terme, fidélisation. Donc voilà, il y a des enjeux différents, et j'ai oublié de vous raconter quand même qu'il y a une stratégie mail. C'est super important dans vos business de, à chaque fois, en partant de la plateforme, du réseau social, peu importe lequel, d'inscrire les gens à vos campagnes d'email, de créer des newsletters qui ont de la valeur, qui sont intéressantes. Et je trouve que j'ai une newsletter, une campagne d'email, un merveilleux copywriter qui gère ça à la perfection, avec qui je collabore tous les jours, et voilà. C'est assez génial puisque ça aussi, je sais que c'est entre de bonnes mains et que j'y apporte ma touche, ma vision, mon air de génie, sans être vraiment les mains dans le cambouis sur des tâches sur lesquelles j'ai pas vraiment de valeur ajoutée. Et Tristan, mon copywriter, à l'inverse, apporte aussi sa vision, quelque chose de vachement complémentaire qui va m'aider à perfectionner tout ça et qui m'aide depuis des mois maintenant à perfectionner tout ça. Donc c'est assez cool. On vient de voir tout ce qu'il y avait dans ma stratégie de contenu sur chaque plateforme. Vous l'aurez compris, il n'y a pas TikTok parce que pour moi TikTok c'est vraiment très très secondaire. Je m'étalerai pas sur le sujet ici, je pense en faire une vidéo. Pour moi TikTok c'est pas un public qui est averti. Ce sont des jeunes avec lesquels soit il faut complètement bullshit pour leur vendre des choses, et c'est pas du tout ma DA, vous l'aurez compris. Il faut faire des promesses rapides de gains, des promesses souvent en l'air, des choses qui sont pas du tout dans mes codes. Soit c'est une plateforme pour juste élever votre présence et votre visibilité vers les autres plateformes en faisant vraiment du contenu plus d'image, crédibilité, lifestyle. Et moi, le lifestyle, c'est pas trop mon truc, j'estime pas être une influenceuse. Je suis une businesswoman qui utilise les réseaux sociaux comme vitrine, mais pas de là à me filmer, faire des vlogs tous les jours et montrer que je bois un matcha. Enfin, les gens s'en foutent, je pense. Et en tout cas, moi, c'est pas mon truc. Donc voilà comment je vois TikTok, et surtout, je n'y prends aucun plaisir à scroller. J'ai jamais utilisé TikTok, j'ai jamais eu TikTok. Je sais très bien comment ça fonctionne. Enfin, en un mois, j'ai créé une communauté de 15 000 followers. C'est assez facile en fait, en tout cas pour moi. Et je suis capable de transmettre exactement ce qu'il faut faire, mais moi, j'y prends pas plaisir. Donc j'ai décidé de prendre un plaisir fou dans ce parcours vers le million et de pas me faire chier, pardon pour les gros mots, avec des choses qui clairement
pour moi, pas un intérêt capital dans ma stratégie. Donc voilà, parenthèse fermée, on passe au deuxième point qui est l'équipe. Et là, comme vous l'avez vu, j'ai délégué pas mal de trucs. Je vous ai parlé des mails, je vous ai parlé du montage, des miniatures YouTube, mais j'ai délégué aussi toute la partie prospect, on va dire, pour me focus sur mes clients. Et ça, c'est super important de le comprendre. Je veux certes un business qui est toujours dans l'acquisition, croît, le chiffre d'affaires, le nombre de clients augmente, c'est très bien. Mais je veux surtout que ça ne baisse pas en qualité au fur et à mesure que le nombre de clients augmente. Et ça, c'était un peu une de mes phobies et un de mes blocages psychologiques, de me dire que forcément, croissance égale je perds du relationnel avec mes clients, je perds de la qualité et je suis obligée de baisser mes standards en termes d'excellence académique si ça devient un truc industriel. Et en fait, j'ai réalisé que déjà ce serait pas un truc industriel et en plus j'étais pas du tout obligée de baisser mes standards. Et comment ne pas les baisser? Délayer toutes les parties où je ne m'estime pas indispensable et où j'ai tellement processé la chose que je peux la transmettre très facilement à des personnes excellentes qui font très bien leur travail et qui maintenant forment mon équipe. Littéralement, on est très soudés, je suis très fière de tous et c'est super important pour moi d'avoir créé des vrais liens relationnel avec mon équipe. Je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment j'ai choisi que des personnes qui sont en général multipotentielles, qui sont eux-mêmes des entrepreneurs et pas juste des pions dans une espèce de vague de freelance et qui prônent la même excellence que moi, qui ont le même niveau d'exigence et ça c'est super important. Donc voilà, j'ai délégué tout ce que je pouvais déléguer pour scaler sans burner. Ça c'est très important, ça devrait être mon slogan littéralement. Et pour ne pas perdre cette fameuse excellence académique dont je parlais, j'ai même engagé Camélia, qui est une coach premium, qui a 10 ans d'expertise en psychiatrie dans les pattes. Enfin, c'est un génie, c'est un docteur, c'est le niveau d'excellence de la dame, je vous explique pas. Et elle va m'aider à assurer encore plus, ajouter du suivi one-one dans l'académie. Encore plus. Avant, c'est moi qui faisais tout et c'est très cool, etc. Mais du coup, je pouvais pas être au four et au moulin avec 200 clients. Donc, c'était un suivi qui était quotidien. Mais là, je veux accentuer la chose et que ce soit vraiment quelque chose, du coup, qui reste quotidien évidemment, mais qui soit encore plus personnalisé, que les gens prennent plus le temps d'avoir leur coach particulière en plus de mon avis. Et ça, je trouve ça juste incroyable. On va être super complémentaires avec Camélia. Donc, voilà. D'ailleurs, Camélia, si tu passes, je t'embrasse. Mais c'est ça qui va me permettre de scaler aussi en me détendant sur la question est-ce que je dois baisser mon excellence académique ou pas? Et la réponse est effectivement non. Et j'ai oublié de le dire mais ça me paraît évident, j'ai évidemment délégué tout ce qui était administratif vraiment avec zéro valeur ajoutée. J'ai une assistante depuis maintenant assez longtemps, depuis le début de l'année, qui m'aide drastiquement. J'ai évidemment délégué la compta à une comptable dès que j'ai pu parce que c'était littéralement ma phobie et vraiment tout ça m'a déjà beaucoup soulagée, c'est les premières choses que j'ai déléguées. Mais là je parlais vraiment d'une équipe, je considère pas que ma comptable elle soit dans ma team littéralement. Mon assistante bien sûr qu'elle l'est mais voilà, maintenant ça me paraît logique mais c'est important de vous le préciser. L'administratif c'est la chose vraiment si ça vous pèse que je vous conseille de déléguer le plus rapidement possible à quelqu'un de fiable qui non seulement vous accompagne, limite vous éduque en fait sur certains sujets parce que c'est leur spécialité, mais aussi vraiment font preuve de proactivité. Et ça c'est quelque chose que je recherche dans tous les membres de mon équipe, c'est quelqu'un qui est proactif, qui sait prendre des décisions sans mettre en péril mon entreprise déjà, super important, et sans avoir besoin constamment qu'en fait je les guide pour des choses assez évidentes dans leur taf. Donc voilà, ils ont une sorte de proactivité qui est assez cool. On a vu pour l'équipe, j'avoue que je serais tentée de l'agrandir au fur et à mesure du temps, mais il faut que ça reste contrôlable. J'ai pas envie de mettre des strates de management entre moi et mes équipes. Je trouve ça ridicule. On est 9, c'est pas non plus quelque chose de non gérable. C'est très cool même d'avoir des contacts réguliers. On a des réunions juste qu'il faut, mais vraiment bilan chaque mois. Et c'est vrai que si je pouvais engager, je sais pas, un monteur à temps plein ou quelqu'un qui serait un peu plus là quotidiennement, ce serait cool, mais j'avoue que là j'ai pas un besoin précis, donc j'attends d'en avoir besoin et je verrai. Mais oui, solidifier l'équipe, pérenniser l'équipe, c'est quelque chose que j'ai vraiment en tête de toute façon. On en arrive au troisième point qui sera un peu plus court avant la partie mindset qui est, vous verrez, assez incroyable et qui est pour moi le plus gros changement, la chose la plus importante dans ce parcours. Le point corps. Comment je fais
pour prendre soin de mon corps et ne pas burner. On a dit scaler sans burner, super important. Alors déjà, je me suis mis des obligations. En fait, mon bien-être, j'ai remarqué qu'il était jamais dans la to-do finalement et que du coup, il passait tout le temps à la trappe. Puisque pour ceux qui savent pas, j'ai combiné pendant longtemps à peu près 50 heures semaine en VC et mon business, j'ai cumulé aussi mes études et mon business, enfin beaucoup de choses qui m'ont fait frôler le burn-out. Donc là j'ai décidé vraiment d'opérer un retour au corps, un retour à moi et de prendre soin de lui. Et ça faisait même 6 mois minimum que j'avais pas fait de sport quand j'ai pris cette décision là. Alors que j'ai toujours, pour ceux qui le savent, j'étais une bonne danseuse avant, je faisais minimum 10 à 15 heures de danse par semaine, je faisais des concours, je faisais du tennis en plus, j'allais à la salle de sport en plus, j'étais vraiment une sportive. Et d'arrêter complètement toute connexion au corps pour le taf, ça m'a rendu zinzin en fait. Je me suis dit mais je vais jamais tenir et surtout je vais jamais pouvoir reprendre. J'avais l'impression que mon corps il avait pris 30 ans dans la gueule quoi. Donc je sais que ça peut paraître aberrant pour les gens qui trouvent que 23 ans c'est jeune, mais le ressenti était terrible. Et surtout le sport c'est très important au niveau hormonal, au niveau plein de choses en fait qui sont centrales dans la réussite et surtout dans le fait de durer. Donc j'ai décidé de faire 3 choses. Déjà m'écouter. J'ai appris à beaucoup plus écouter mes intuitions, écouter mes envies, etc. Et parmi les grosses envies que j'avais, c'était de partir à l'étranger vivre quelques mois. Je suis partie à l'île Maurice, pour ceux qui n'avaient pas suivi, et c'était exceptionnel. J'ai pu vraiment me reconnecter, vraiment habiter au soleil, à la plage, faire des activités qui me reposaient, qui me faisaient du bien, être dans la nature tout le temps. C'était super important pour reconnecter après Paris, qui m'a assez choquée. Ensuite, j'ai reconnecté en faisant du sport, avec des sports doux au début, donc yoga, pilates, des choses assez agréables pour recommencer. Puis aussi salle de sport pour consolider tout ça et que ça ressemble à quelque chose. J'ai essayé de me refaire plaisir aussi avec du tennis. Là, dans pas longtemps, je vais reprendre la danse. J'ai vraiment reconnecté et je me suis imposé au début 2 séances de sport par semaine. Et là, je suis encore sur ce rythme-là imposé, on va dire. Pour moi, c'est le minimum. Et je l'ai respecté. Depuis que je me suis dit, en janvier, je l'ai fait toutes les semaines. Mais j'avoue que là, j'essaie d'en faire quand même encore un peu plus. Et de me faire plaisir, surtout de faire des trucs qui me font plaisir. La salle, c'est pas trop mon kiff, donc j'évite au maximum et j'essaie de faire des vrais sports, quoi, des choses qui vraiment m'amusent en fait, comme le tennis, par exemple, le paddle, des choses comme ça. Si vous voulez organiser des tournois, n'hésitez pas à m'inviter. Je prends un plaisir fou à jouer au sport de raquette. Et dans la 3e résolution, c'est la souplesse. Et c'est pour ça que je vous le disais, yoga, pilates, cours d'étirement, body balance, des choses comme ça. C'est ultra important parce que vraiment, quand je vous dis que mon corps a pris 30 ans, c'est qu'il était rigide. Et je sens que de me rassouplir, faire des étirements, etc., ça fait un grand bien à mon corps qui est assis une grosse partie du temps devant l'ordinateur. Et ça, plus jamais. Mais vraiment, ça a contribué à ma chute vers le burn-out. Donc, je sais que c'est un des non négociables que j'ai, c'était vraiment de redevenir souple et de faire perdurer ça tranquillement, quoi. Sans forcément faire le cirque du soleil, mais voilà, retrouver mes écarts, faire quelque chose qui à la base était vraiment ancré dans mon corps. Je pensais que j'allais jamais ne plus être souple, mais finalement la vie en a décidé autrement visiblement. Donc voilà, j'ai retravaillé tout ça pour vraiment me reconnecter, être à l'aise avec mon corps, ne pas me blesser et être dynamique, quoi. Avoir mon âge, tout simplement. Et on passe maintenant à la 4e partie de mon plan d'action vers le 1 million d'euros. Et c'est ma partie de loin préférée, puisque c'est la partie mindset. Et pourquoi c'est ma préférée ? Tout simplement parce que je l'avais complètement délaissée. En fait, c'est assez dingue, mais vous allez me prendre peut-être pour quelqu'un de très égocentrique et très sûr de soi, c'était pas le cas. Mais j'avais l'impression d'avoir tellement travaillé sur moi au lycée, après une bonne thérapie dans la gueule. J'avais l'impression de m'être développée personnellement et de ne plus avoir d'obstacles psychologiques dans ma vie et d'être comme guérie à vie. Et en fait, j'ai réalisé cette année que c'était un travail de toute une vie, de croître en tant qu'humain, de se développer personnellement au sens premier du terme, et que c'était pas une tâche, un travail qu'on devait aboutir ou dont on devait se débarrasser, mais vraiment quelque chose de normal en fait, de se développer personnellement et travailler sur soi tous les jours. Et j'avoue que j'étais tellement la tête dans le business ces derniers mois, et dans mon taf en VC, dans mes études, etc., pour tout cumuler, que j'avais même pas le temps pour vivre, et donc pas du tout le temps de me développer en tant qu'humain, à part à travers mon business. Sauf que ça a ses limites en fait, quand vous respirez pas, que vous voyez personne, et que vous avez même plus le temps
de vous demander ce que vous, en tant qu'humain, vous ressentez. C'est que là, vous avez atteint littéralement les tréfonds du développement personnel et qu'il faut se rééduquer sur ce plan-là. Et je m'en rendais pas compte, mais j'ai eu un déclic en voulant être coachée. Je pense que j'ai une intuition de me dire, là, t'es en train de frôler le burn-out, ma belle, il serait temps de te sauver et de faire quelque chose. Et en plus, t'as un gros objectif, j'avais déjà le truc de me dire, je vais faire 1 million d'euros, c'est sûr, faut que je mette un plan d'action en place. Et je suis allée voir ma coach, donc Ophélie, première fois qu'on se rencontre en visio pour voir si on match et si elle peut me coacher. Je lui dis, moi, je veux 100 cas par mois, moi, je suis comme ça, je suis très orientée stratégie, blablabla. En fait, j'ai l'impression d'être devenue quelqu'un d'autre, limite. À force d'avoir la tête dans le business et de me montrer sous mon aspect le plus sharp possible, le plus shark aussi du coup, et très orienté résultat, mais tout mon côté émotionnel, toute mon fucking intelligence émotionnelle que j'ai vraiment, où c'est limite ma force en fait, je l'avais complètement mise de côté. Et j'étais juste en mode chiffre, stratégie, il me manque un aspect stratégique, c'est toi qui vas me l'apporter. Elle m'a regardé droit dans les yeux et j'ai senti que limite, elle allait pas me prendre en fait. Genre limite, je sais pas comment expliquer, elle comme moi, on a su limite que j'étais dans un déni le plus total et que c'est comme si je jouais mon propre rôle de businesswoman quoi. Mais sans arrogance aucune, hein, mais juste un focus et une obsession dingue pour ce résultat, sans comprendre ce que ça allait comporter. Et c'est très simple, scaler son business, c'est avant tout se scaler soi-même. Et j'étais arrivée à un stade où j'avais plus le temps de me scaler moi-même. Quand je dis me scaler moi-même, peut-être que certains ça résonne pas en vous, mais c'est me développer personnellement moi-même et atteindre des niveaux de développement que la plupart des gens n'ont pas et n'auront jamais, parce que c'est pas un but pour eux, peut-être parce qu'ils s'en rendent pas compte ou qu'ils ont pas besoin de développer à ce point cette partie-là d'eux-mêmes pour arriver à ce qu'ils veulent dans la vie. Mais il se trouve que pour faire 1 million d'euros à 23 ans, il faut se développer d'une manière assez extraordinaire, au sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est pas amazing, c'est juste extraordinaire. Par définition, vous n'êtes pas dans les codes si vous faites ça, et il faut trouver une manière encore plus puissante, plus profonde de se remettre en question, de revoir, et c'est ce que j'ai fait du coup avec ce coaching, puisqu'Ophélie m'a finalement complètement prise et a compris que c'était pas moi, enfin que il y avait quelque chose en dessous, je sais pas comment expliquer. Et du coup en fait c'était un pur coaching mindset, c'est un coaching business évidemment, mais en fait on a travaillé sur, d'ailleurs je ferai peut-être une vidéo avec Ophélie, elle m'a dit qu'elle était d'accord, donc si vous êtes chaud, dites-le moi en commentaire, mais ça risque d'être très profond, pertinent, une partie de moi qui est très intime et vulnérable, mais je pense que ça pourrait être ultra intéressant de voir mon évolution dans ces 6 derniers mois. Et justement elle m'a accompagnée sur cette partie-là qui me manquait, de me reconnecter à moi, de s'éloigner le plus vite possible de ce burn-out, de ralentir pour être plus fluide, pas forcément être dans le plus, aller plus vite, faire plus de choses, mais être juste plus fluide, faire les bonnes actions, travailler moins pour avoir plus de résultats. Enfin, c'est des choses qui paraissent peut-être assez dingues, mais quand vous vous développez correctement et que vous scalez vous-même, ça arrive tout seul. Vraiment, je vous jure, ça arrive tout seul. Et c'est beaucoup de travail de se scaler soi-même, et c'est ce que j'ai fait. Donc on a revu ma relation à moi, estime de soi, évidemment, ma relation aux autres, tous les traumas que j'avais pu vivre. Je suis quelqu'un qui a beaucoup été harcelé, par exemple. Et ça, c'est des choses que j'avais complètement occultées, mais qui, en fait, aujourd'hui, même dans mon business, m'avaient bloqué. Enfin, hier, du coup, dans mon business, me bloquait. Donc, relation aux autres, regard des autres, relation à l'argent, enfin, plein de sujets qui sont capitaux si vous voulez scaler dans ce genre de dimension-là. Et encore, 1 million d'euros, c'est que la première étape de mon parcours dans ma tête, donc vous imaginez bien que ça va me servir toute ma vie. Et donc ça fait partie de mon plan mindset. Et on l'a largement développé avec Ophélie ces 6 derniers mois, ça va continuer encore quelques mois. Et je suis très contente, et c'est littéralement l'investissement qui m'a peut-être sauvé la vie cette année, parce que j'étais vraiment à un cheveu de burn-out. Et je m'en rendais même pas compte, parce que c'est le principe, je crois. Mais c'est pas tout, j'ai pris Ophélie qui est vraiment dans le concret, l'énergie quand même assez business, on va pas se mentir, et qui m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, si t'es là, Ophélie, je t'embrasse, gros bisous, merci. Donc voilà, on a vu vraiment cette partie-là très mindset business, très se scaler soi-même avant de scaler son business avec Ophélie. C'était incroyable. D'ailleurs, je la remercierai jamais assez, elle le sait. Si tu passes par là, merci Ophélie, vraiment merci. Je sais pas comment te le dire autrement. Mais je vous jure, faut le vivre pour le comprendre. Avoir un regard extérieur sur votre position de CEO, c'est super important, et je suis pas la seule à être coachée par elle de toute façon, donc voilà. Si vous avez besoin d'Ophélie, je vous la conseille. C'est pas le sujet du tout, mais je fais une parenthèse quand même. Et du coup, j'ai choisi de pas qu'investir dans un coaching mindset pur business, etc., stratégie, mais quelque chose de vraiment plus loin encore, parce qu'on a vu avec Ophélie que j'avais des traumas qui étaient bien enfouis, on va pas se mentir, et qui pourraient m'obstruer
dans mon business, parce que mon business et moi on ne fait qu'un, parce que je suis la CEO et que je suis l'épicentre de tout ça, que mon énergie est plus importante que tout, mais aussi même dans ma vie de tous les jours. Et donc ces traumas-là, je suis allée les chercher à la racine, et croyez-moi, c'est que le début. Et j'ai décidé de faire du breathwork. Je sais pas si vous connaissez. C'est beaucoup d'entrepreneurs le pratiquent. C'est vraiment des exercices de respiration intense qui vous font rentrer dans un état de conscience élevé. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être la folle du village. Et là, c'est un peu le cas parce que je pense que c'est pas une pratique encore très commune en France malheureusement. Mais en gros, c'est vraiment de la respiration pendant 1 heure qui vous fait travailler votre système parasympathique et qui va vraiment vous aider à vous libérer certains traumatismes, à aller plus loin dans votre vision business. Il y a aussi de l'hypnose, du coup j'en viens au fait. Donc coaching mindset, breathwork, hypnose, c'est vraiment le trio qui m'a vraiment fait exploser niveau scalabilité de moi-même, développement personnel et qui m'a, je pense que je peux le dire à ce stade de l'année, changé la vie. Et là c'est que le début, comme je vous disais, je compte aller évidemment plus loin. Mais tout ça me fait gagner une estime de moi que j'aurais jamais pensé pouvoir avoir, me fait gagner en clarté, gagner en vision, gagner en ancrage. Je sais que maintenant à l'intérieur de moi il y a une stabilité qu'il n'y avait jamais eu avant. Et ça c'est super important quand vous tenez les rênes d'un business qui va faire des centaines de milliers d'euros, plus d'1 million. Il faut avoir la puissance de contenir tout ça. Et ça peut paraître fou parce que vous vous dites 1 million, moi tu me les donnes avec plaisir. Mais en fait c'est pas vrai. Vous pouvez pas tous contenir 1 million si vous n'avez pas travaillé votre système nerveux avant, si vous n'avez pas travaillé tout ce genre de choses dont je suis en train de parler. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé, c'était l'élément déclencheur, mais je sais que c'est une vertu, comme je vous le disais, personnelle, tout ça. Et ça m'a fait clairement devenir, prendre, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans j'ai pas envie de dire de maturité parce que j'ai toujours été assez mature, mais ouais, d'intelligence de business, de développement de moi-même. Et je le conseille à tout entrepreneur qui me regarde de vraiment envisager les 4 dimensions de ce plan-là parce qu'elles sont toutes très importantes en fait. L'aspect stratégique, c'est vraiment ce que je mets le plus en avant quand je pitch l'académie et quand vraiment je veux vous insister sur le fait que c'est souvent de là que viennent les premiers blocages quand on est en train de scaler de 0 à 20K par mois. C'est la stratégie le problème, mais au-dessus, c'est vraiment ces 4 piliers-là qui vont tous autant jouer les uns que les autres. Si ce n'est la stratégie qui passe au second plan parce qu'en général vous la maîtrisez. Donc c'était important pour moi de faire aussi cette vidéo pour que vous puissiez voir où j'en suis et voir ce que j'ai mis en place. Si vous voulez une vidéo, du coup je vais parler des résultats de ça au premier trimestre, voire au premier semestre, ça dépend de comment je veux couper l'année. Et bien ce sera avec plaisir, vous verrez que c'est un parcours semé d'embûches, mais c'est ça qui est challengeant. Et vous verrez que j'ai pas dit mon dernier mot surtout. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Moi ça me plairait, je pense que j'ai pas mal de trucs à dire sur ce pan-là aussi, donc n'hésitez pas, dites-le moi. Et voilà, je ferme le carnet, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. On rentre vraiment dans des facettes un peu plus intimes de mon business et je suis ravie de vous y emmener. J'espère que vous avez autant que moi la vision. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous verrez. Et j'espère que pour vous, vous avez autant d'ambition. Ça peut être des ambitions dans le sport, dans le business, dans le mindset, voilà, à votre échelle. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aide pour votre propre business et vous donne envie d'aller encore plus loin. C'est ce que je vous souhaite. En tout cas, si ça vous a aidé, sachez qu'avec mes clients, je rentre dans l'intégralité de ces stratégies, dans le détail, la dentelle de chez Dentelle. Et ça, tout ça, c'est dans l'académie. Clairement, mon accompagnement business pour les entrepreneurs, les coachs, les formateurs, les thérapeutes. Donc si vous êtes intéressé pour entrer dans l'académie, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou à tout simplement cliquer sur le lien en description. Vous avez un rendez-vous offert où déjà on fait un coaching littéralement offert par la maison où vous pouvez faire un état des lieux de business, voir ce qui bloque, voir ce qu'on va préconiser et peut-être que vous serez sélectionné pour intégrer l'académie ou pas puisque on est assez sélectif et on saura détecter votre potentiel, vous en faites pas. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci d'avoir suivi cet épisode et n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, il y en aura plein d'autres. Il y en a déjà eu plein. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça me ferait plaisir d'avoir votre soutien et de vous apporter un maximum de valeur dans l'accélérateur. Voilà, bye.